Vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous. Merci au Paris Coffee Show merci à Marie-Hélène Kennedy aussi, au collectif Café d'organiser ces conférences qui permettent aussi de nous questionner sur l'ensemble de notre métier, notre filière. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble est le métier de torréfacteur de demain. Donc, avec nos invités qui vont se présenter, on a essayé de se questionner sur cette problématique du métier de torréfacteur. On sait que notre filière évolue, les problématiques évoluent aussi autour de la filière même agronomique. Comment nous, en tant que torréfacteur, on peut se positionner demain? Donc, tout d'abord, on va se présenter et voir un peu quel est notre rôle dans cette filière-là, en tant que torréfacteur. Et ensuite, on va débattre autour de ce sujet-là. Alors déjà, moi je m'appelle Denis, je fais partie de l'entreprise Belco, qui est un importateur de café vert. Je suis sur la partie qualité et formation de Belco. Voilà. Et je vais laisser la parole aux invités pour qu'ils puissent se présenter brièvement avant d'attaquer le sujet. Daniela, je t'en prie. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Daniela Capuano, meilleure ouvrier de France en torréfaction pour la 26e promotion. Actuellement, je suis consultante et formatrice pour d'autres torréfacteurs et d'autres marques en France. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Merci Denis pour cette invitation. Donc moi je me présente, Laurent Baïs. Je suis artisan torréfacteur sur Lens depuis plus de 27 ans. J'ai la chance d'être champion de France SCA et collectif café en 2021. Une 5e place au championnat du monde à Milan en 2022 et meilleur ouvrier de France depuis le mois de juin sur la 27e promotion Albert Lebrun. Bonjour à tout le monde, je suis Mihaela Iordache, je travaille en tant que torréfactrice en chef pour la brûlerie de Belleville à Paris depuis 7 ans. On ne parlera pas à la place de Paul Arnefy, qui ne nous a pas encore rejoint. Il finit un atelier à l'espace torréfaction sur l'acidité et la torréfaction. Il devrait nous rejoindre, donc ça se raconte qu'en minutes. Donc on va commencer tranquillement le débat, mais il va nous rejoindre pour pouvoir participer aussi sur le débat. On va commencer par le métier de torréfacteur de demain. La première question qu'on s'est posée, c'est comment bien définir le mot torréfacteur. Aujourd'hui, le mot torréfacteur, peut-être que vous avez chacun une définition, la même ou pas, mais en tout cas, il y a des réflexions aujourd'hui pour essayer de légitimer ce métier. On l'a vu avec l'apparition du MOF, par exemple, et c'est le niveau d'exigence. Donc aussi, il faut un niveau d'exigence de la définition. Et donc Daniela va nous faire part de cette réflexion-là et de la définition. Alors, après qu'on était MOF, la première édition des torréfacteurs, en fait, pour les concours, à chaque 5 ans, ils doivent revoir tous les référentiels de tous les métiers. Parce qu'il y a des lois qui changent, des règles qui changent pour chaque métier. C'était pareil pour la torréfaction. Donc, les COET et l'Éducation nationale ont appelé moi et Paul pour les aider à écrire ce nouveau référentiel du MOF torréfacteur. Avant, les textes qui définissaient un torréfacteur, c'était un texte très beau, mais assez vague en termes des standards, de tout ce qu'on attend de cette professionnelle. Il y avait des très belles phrases comme « il doit torréfier dans les règles de l'art ». Mais c'est quoi les règles de l'art, finalement? Donc, nous, on a essayé de cadrer cette profession dans ce texte. Je vais vous lire, il n'est pas très long, mais sans pour autant limiter la créativité et les champs d'action du torréfacteur. Ce n'était pas évident comme exercice, mais ça donne ça. Les torréfacteurs réalisent la transformation du produit café vert dans une machine dédiée. Il doit connaître les variétés de café, leur origine, les processus de fermentation et son traitement après récolte. Son rôle est de valoriser les caractéristiques spécifiques à chaque grain et origine. Il ou elle doit aussi connaître les différences culturelles de consommation, donc les méthodes d'extraction, afin de pouvoir adapter ses profils selon les demandes de ses clients. Les torréfacteurs ou torréfactrices anticipent les processus de torréfaction pour obtenir des résultats souhaités en tasse en appliquant
pendant la torréfaction, les principes scientifiques qui régissent les processus. Donc il faut avoir un peu de connaissances physiques, chimiques. C'est nécessaire que les torréfacteurs et torréfactrices soient de bons dégustateurs, capables de suivre les protocoles de dégustation et capables d'évaluer les matières premières et les produits finis. Il doit prendre en compte les contrôles de qualité, les stockages, l'emballage, les contraintes logistiques, des prix ainsi que des standards de qualité des cafés verts. Puis, on détaille plus sur l'organisation de travail, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais basiquement, c'est ça qu'on attend dans torréfacteur, dans bon torréfacteur en tout cas. D'accord. Merci Daniela. Donc vous avez vu qu'on a transformé les règles de l'art en détaillant, en éclatant ce très joli mot, les règles de l'art, mais en essayant de l'apporter un peu plus de technique sur l'ensemble de l'impact que peut avoir un torréfacteur sur la filière. Et ça, c'est aussi ce qui nous lie aujourd'hui. C'est ce métier est au cœur de la filière café et surtout, c'est lui qui vient la transformer, qui vient transformer un produit vert en produit torréfié. Donc là, il a vraiment sa première expertise va être là. Mais comme l'a dit Daniela et comme la définition le mentionne, il doit avoir une vraie connaissance, une vraie compréhension de l'amont de la filière, de l'origine donc des pays bien sûr, des régions potentiellement, aussi des variétés, des process, pour ensuite pouvoir transformer ce produit-là. Aussi avoir des notions de son marché, évidemment, on est dans une notion aussi de business, c'est normal, et comment on peut répondre à un marché, parce qu'on a cette notion-là économique, pour ensuite pouvoir apporter aussi des recommandations, des connaissances pour l'extraction. Vous devez peut-être le vivre tous les jours si vous êtes torréfacteur et vous vendez à vos clients, soit particuliers ou pros. Je pense avoir bien fait mon contrôle qualité sur le café, mais l'extraction finale de mon client peut-être orienter le profil aromatique et avoir une déception. C'est ça aussi la vraie difficulté de notre métier, c'est qu'on n'est pas le dernier maillon de la chaîne, il y a encore beaucoup d'étapes et d'autres savoir-faire aussi que le torréfacteur doit essayer de transmettre, voilà, à travers ses connaissances. Donc c'est ce qu'on s'est posé comme question à travers ce thème-là, le métier de torréfacteur. On se pose la question, quelles sont les compétences et les connaissances que le torréfacteur de demain doit avoir dans son escarcelle, dans sa besace, pour essayer de répondre aux enjeux de demain. Et on va commencer par le premier thème. D'après la définition, on va extraire une première partie qui va être l'achat de café vert et le sourcing. Voilà, ce qui va animer le premier point de quelles sont les connaissances et compétences que doit avoir le torréfacteur de demain sur ce thème-là. Donc, qui veut commencer sur, d'après vous, quels sont les points cruciaux sur la partie achat de café vert et sourcing que le torréfacteur de demain doit prendre en compte, doit essayer de développer pour ses achats? Alors sur l'achat du café vert, personnellement, je me suis toujours attaché les services, moi, d'importateurs. Ce sont des importateurs, sourceurs, sur lesquels on doit avoir une relation de confiance principale, puisque aujourd'hui, comme vous l'avez vu, la filière a totalement changé. Quand j'ai commencé, moi, mon métier, dans les années 96, on était un client, on avait un importateur, on n'avait pas conscience, on faisait pas l'effort, je faisais pas l'effort de prendre conscience que de l'autre bout de la chaîne, il y avait des agriculteurs et qui étaient vraiment des partenaires privilégiés. Aujourd'hui, je pense qu'on en a tous conscience. Et le fait d'aujourd'hui de s'attacher les services d'un importateur pour ma part de qualité, ça met une relation de confiance et il organise le pont entre les agriculteurs, la traçabilité qu'on doit avoir sur le produit, la valorisation des terroirs, la valorisation des process qu'a voulu exprimer finalement l'agriculteur. Tout ça, c'est redistribué via les importateurs comme Belco. On peut en citer d'autres, hein, bien évidemment, mais comme Denis est présent aujourd'hui et que je suis attaché à la maison Belco, ça permet, par exemple, je rentre du Salvador et du Guatemala au mois de février, de rencontrer des gens comme Diego Barahona au Salvador, et qui sont des gens incroyables, qui dans ces pays, justement, font au quotidien un travail vraiment remarquable. Donc, ce moment privilégié entre l'agriculteur, l'importateur, le torréfacteur nous permettent bien évidemment d'avoir une présentation des produits
qualitatif, puisqu'on parle de specialty coffee, donc avec des cafés plus valorisants sur toute l'intégralité de la filière, avec une meilleure et une juste rémunération des agriculteurs, des cafés sans défaut majeur, avec un résultat en tasse optimal. On a la chance aussi de pouvoir avoir des cafés en primeur. Donc on va avoir les nouveaux arrivages pour travailler des cafés de saison avec une saisonnalité sur les cafés qu'on peut valoriser justement dans nos points de vente. Moi je suis un torréfacteur de quartier, donc tous les jours je suis confronté à des clients, et quoi de mieux que de pouvoir partir dans les pays producteurs qui sont valorisés par des importateurs respectueux justement des conditions de vie sociétale, environnementale, pour que nous, derrière, dans nos magasins, on puisse valoriser justement ce travail bien fait à l'origine. Bien évidemment, comme le disait Daniela, aujourd'hui, pour moi, un bon torréfacteur, ce n'est pas que quelqu'un qui cuit du café, c'est quelqu'un qui a conscience du produit initial, de son impact environnemental, utilisation de l'eau, voilà, il y en a une multitude, hein, labellisation ou pas de labellisation. Passe par l'échantillonnage, donc la dégustation de ces échantillons, la torréfaction, l'édition des profils de torréfaction, la mise en situation sur l'outil de production, et bien évidemment le passage par le biais de la dégustation en cupping pour justement valider ou pas le profil de torréfaction, pour quel type de machine ou quel type de support on a voulu extraire. Donc c'est vrai que le métier de torréfacteur a largement évolué entre l'analyse des cafés verts jusqu'au monde du barista. Donc, pour être complet, il faut vraiment avoir cet éventail de l'agriculteur jusqu'au monde du barista et donc jusqu'au consommateur pour faire finalement une bonne sélection de cafés, bien les torréfier et bien les extraire. Merci Laurent. Est-ce que quelqu'un veut ajouter Miela? Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Je te rejoins complètement sur tout ce que tu as décrit. Je voudrais juste faire un petit point sur le fait qu'en tant que torréfacteur, nous sommes au service du café vert, qui veut dire que nous sommes là pour révéler le potentiel du café vert. Si le café vert n'a pas du potentiel aromatique, je ne vais pas pouvoir ramener des arômes de vanille, de fleurs, de fruits, de chocolat, qui veut aussi dire que le résultat que je vous propose en tant que torréfacteur est à l'auteur du choix de café vert que j'ai fait. Qui fait aussi qu'on peut expliquer à travers cette chose le café du passé qui avait un goût un peu pareil, peu importe d'où on l'achète, ou certains des cafés de basse qualité. Elles sont de basse qualité parce qu'en tant que torréfacteur, on nous a donné à travailler avec des cafés verts vieux, peut-être récoltés il y a des années, remplis de défauts. Et nous ne pouvons pas révéler leur potentiel aromatique parce que vous allez goûter des défauts. Ce qu'on va faire, on va cramer le café pour lui donner le goût de la torréfaction, du brûlé. C'est un peu à ça que nos palais ont été habitués dans le passé. Aujourd'hui et surtout dans les derniers 5 ans, je pense que de manière générale, le consommateur est conscient du fait qu'il y a du bon café et qu'il peut y avoir accès pour pas beaucoup plus d'argent que ça, qui fait que nous, aujourd'hui, on est de plus en plus soucieux d'acheter des bons cafés verts. Et du coup, c'est d'ici que tout ce que Laurent dit, on commence à travailler plus en direct. On a besoin de savoir comment les producteurs travaillent. On a besoin de savoir si le sol peut soutenir ces producteurs dans le futur, si ils sont bien produits, bien séchés, bien cultivés, s'ils ont été bien transportés. Et ça fait qu'on a de plus en plus de sincérité dans l'échange commercial, mais aussi dans l'échange de travail au jour à jour. Après, oui, forcément, le torréfacteur vient mettre sa sensibilité sur ses torréfactions, valoriser le produit pour que vous, derrière, avec les explicatifs, qualité de l'eau, mouture, les ratios d'extraction, volume de poudre par rapport au volume d'eau, vous puissiez extraire de la meilleure des façons, comme le disait Denis, pour que sur l'intégralité des intervenants, vous puissiez bien évidemment prendre conscience qu'il y a de la qualité à chaque maillon de la chaîne et que chaque intervenant a sa part de responsabilité sur l'achat, la valorisation et puis le qualité en tasse. Quand on achète un produit, on l'achète pour se faire plaisir, pour valoriser son torréfacteur de quartier si vous allez chez votre torréfacteur de quartier, que vous l'achetez en ligne, que ce soit un
plus gros torréfacteur, peu importe. L'essentiel, c'est que le résultat et la dégustation que vous puissiez faire puisse vous satisfaire. Et bien évidemment, le torréfacteur met toute sa sensibilité lors de la torréfaction. Oui, alors là, donc pour que Paul puisse... bienvenue Paul. Donc là, on est sur la première partie, sur la partie sourcing et achat de café vert. On s'est posé la question, quelles sont les compétences et les connaissances à avoir pour le torréfacteur de demain sur ce sujet-là? Est-ce que tu as des points qui pour toi sont cruciaux, qui peut-être aussi ont évolué selon toute ta vie de torréfacteur aussi, qui aujourd'hui sont plus prenants qu'avant? Voilà, je te laisse la parole. Oui, à mon avis, bonjour tout le monde. À mon avis, vous avez déjà dit que les compétences principales pour un torréfacteur par rapport à l'achat de café vert, c'est de pouvoir déjà être très fort en degustation. C'est vraiment le plus important. Et surtout d'axer chaque degustation vers un raison d'être pour chaque café vert. Ça veut dire on n'achète pas le café vert au hasard. On n'a pas 20 cafés devant nous, on va dire ouais c'est bien, j'achète. Il faut qu'il y ait une finalité pour chaque café vert. Il faut qu'il y ait un marché pour, un client pour, il faut qu'il y ait une raison. Et pour ça, il faut être très sensible en termes de degustation. Il faut aussi avoir la capacité à projeter dans la tête de le client que vous avez en tête pour ce café. Tu vois, il faut qu'on assume, il faut qu'on mette dans la place du client et on imagine qu'il va aimer un café certain. Et ouais, en fait, pour moi, c'est le plus important parce que je ne vois pas de raison pourquoi avec des intelligence artificielle, pourquoi pas. En fait, la torréfaction, ça peut être 100% automatisé assez rapidement, je pense. Tu vois, c'est une question de mélange de temps et température et couleur. Et du coup, une machine, bientôt, il peut faire ça. Mais le côté degustation et le côté sensoriel, pour pouvoir dire aux machines qu'est-ce qu'il faut faire, c'est ça le dernier vestige humain, peut-être. Mais encore une fois, on a dit ça avec l'art et musique et artificial intelligence. Il y a 10 ans, on a dit c'est super, la calculatrice et tout, mais l'art, c'est pour les humains. Et aujourd'hui, il y a l'artificial intelligence qui produit l'art qui est impressionnant. Et du coup, est-ce que l'humain il va être remplacé dans le choix de café vert par les analyses, par une nez mécanique? On ne sait pas, j'imagine dans long terme, oui. Dans les médias, non, parce que c'est très compliqué. En fait, il y a déjà ce machine qui existe et il y a quelques notes aromatiques. Les humains, ils sont... en fait, la machine, ils ne captent même pas, mais les humains, c'est un odeur qui est très fort. Du coup, on est quand même très, très fort à capter les molécules, certaines molécules aromatiques, encore beaucoup plus qu'une machine. Du coup, sourcing, aujourd'hui, et un petit peu dans le futur, c'est degustation sensorial, pour pouvoir programmer la prochaine torréfaction, mais dans le futur, on ne sait pas. Possible de dire. Mais je peux ajouter, je pense qu'il y a une chose qui ne va peut-être pas changer, qui a changé, mais qui ne va pas changer dans les futurs, c'est la relation des humains derrière les machines, des producteurs et des torréfacteurs. Une fois, il y a 10 ans, un producteur du Brésil était en France pour... rencontrer les torréfacteurs qu'il achetait du café. Et lui, il m'a dit, toute ma vie, je produis les cafés, il est dans un sac, il est vendu, je ne sais plus qu'est-ce qui arrive avec ça. Je ne sais pas où ça va, qui boit, comment, quoi, rien. Et au moment où il était dans la torréfaction, il s'est rendu compte du travail qu'il s'est acheté un sac de 60 kilos et les vendre tout en petites tasses d'espresso, une par une. Ça prend beaucoup de temps. Et je trouve que cet échange entre les deux bouts de la chaîne, ça renforce un lien qui ne sera pas remplacé par des machines, j'espère. Oui, et c'est que tu pointes du doigt quelque chose de très important. Pardon, Laurent. Alors, juste pour ajouter quelque chose, lors du dernier concours Un des meilleurs ouvriers de France, justement, j'ai pu évoquer cette problématique. Et pour moi, l'artisanat, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas quand même beaucoup non plus d'artisanat, c'est vraiment les machines, le matériel qu'on peut avoir à disposition, qui est mis vraiment à disposition de l'artisan. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme contre la machine, c'est la machine ou les technologies avec l'humain, mais les machines et la technologie surtout au service de l'artisan.
et pas l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas les machines et la technologie au-dessus de l'artisan, mais notre sensibilité et notre transcription de la dégustation, des saveurs, des flavors, peu importe, mais ça c'est notre sensibilité profonde. Et c'est là où je rejoins Paul, c'est ça qui nous différencie des machines, et j'espère qu'on pourra l'avoir bien évidemment le plus longtemps possible. Ça, mais en fait, il y a aussi garder en tête qu'il y a un marché pour tout. Aujourd'hui, il y a des machines, comme Laurent dit, qui sont hyper précis. Mais aussi, il y a toujours beaucoup de gens qui torréfient avec du bois, du cèdre dans une torréfacteur chauffée à bois parce qu'il y a un marché pour ça. Du coup, c'est jamais pour dire qu'il va y avoir un remplacement par la technologie parce que quand il y a un marché saturé, il faut trouver plus en plus de niches. Du coup, ça va exister toujours. C'est juste que je pense que ça va être quand même une évolution assez importante pour beaucoup. Oui, donc on a vu que si on doit résumer un peu sur la partie sourcing achat, on a vu qu'on essaie de rapprocher finalement le torréfacteur de l'origine, et surtout dans le sens le producteur vers le torréfacteur, mais comme le signalait Daniela, c'est très important aussi que le torréfacteur revienne chez le producteur aussi avec le produit fini, la valorisation avec son image d'un café vert qu'a pu produire de récolte en récolte un producteur, pour essayer de lui expliquer aussi quelle histoire il a essayé de mettre derrière ça à travers ces outils qu'il a pu mettre en place. Il y a un mot-clé qui me semble important, qui a fait la transition sur le deuxième grand sujet de notre questionnement d'aujourd'hui, c'est on achète un café vert. Donc c'est vrai qu'il faut, comme disait Mihaela, il faut un bon café vert pour faire une bonne torréfaction finalement. C'est sûr, en tout cas il faut un café vert précis pour un client précis. Donc Paul parlait de raison d'être finalement de chaque café vert. Donc un objectif finalement pour chaque café vert. En tant que Mihaela, je vais commencer par toi. Donc on va passer sur la partie plutôt commerciale. Torréfaction en tant que business finalement. On a une entreprise. Donc c'est aussi un autre métier. On a le métier et le savoir-faire de torréfacteur qui est notre métier premier. Mais aussi potentiellement dans la salle, vous avez créé votre maison de torréfaction. Donc aussi vous avez un deuxième métier, c'est entrepreneur, qui des fois peut-être peut prendre le pas sur le métier de torréfacteur. Mais en tout cas il est là, c'est important si vous voulez pérenniser votre entreprise. Mihaela, vous à Belleville, les raisons d'être de vos achats de café vert, pour donc quel marché vous allez viser, comment vous voyez pour demain les différentes raisons d'être, objectifs d'achat de café vert et de torréfaction finalement, pour répondre à des clients? Oui, du coup, les raisons d'être de café vert ont toujours été, pour la brûlerie de Belleville depuis le premier jour, ont été les relations à long terme, dans le sens de, on a voulu être sûr que la brûlerie peut exister pendant très longtemps, et on se dit qu'il y a deux possibilités d'acheter le café vert. Soit on va acheter les meilleurs cafés disponibles chaque année, et c'est super parce qu'on va proposer des cafés extraordinaires. Soit on va trouver des producteurs qui ont un potentiel de folie, qui n'ont peut-être pas tout à fait les moyens, peut-être ne l'ont pas tout à fait atteint, mais on va investir dans ces producteurs et on va grandir ensemble, qui fait que 10 ans plus tard, peut-être 90% des relations qu'on a aujourd'hui, du moment où on a trouvé avec un producteur, on va travailler année après année après année. Qui, de l'autre côté, simplifie ma vie énormément parce que chaque année, j'ai des récoltes que je connais en tant que torréfacteur et du coup que je peux recalibrer par rapport à la façon que ces cafés ont réagi dans le passé et le marché, parce que maintenant, je sais déjà le feedback de mes clients. Après, la deuxième chose qui a été derrière l'achat de café vert, ça a été de démocratiser le café. C'est quelque chose sur lequel on parle beaucoup aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins le cas il y a 10 ans. Et pour démocratiser le café, on s'est rendu compte qu'on est quand même sur un marché où, au moins au début, les gens préféraient la sucrosité peut-être à l'acidité. Si on va sur les pays nordiques, on va avoir des cafés qui sont bien plus portés sur l'acidité, le côté floral, leur eau est très différente et du coup les torréfactions vont être bien plus légères. Nous en France, on a cherché plutôt le côté gourmand caramélisé des cafés. Et du coup aussi, on s'est rendu compte qu'on a des clients qui sont tout à fait d'accord avec cette idée d'acheter des cafés en saison, qui changent tous les mois, qui vont venir à découvrir quelque chose de nouveau chaque fois quand ils passent dans la boutique. Et on a des clients qui sont très frustrés parce qu'ils ne veulent pas nous donner autant de leur temps, ils veulent juste trouver un goût, ils veulent y avoir accès toute l'année.
et qui sont frustrés de devoir le changer. Et c'est comme ça qu'on a divisé notre menu en deux. Donc, on va avoir un menu de 4 à 6 monoterroirs qui vont changer d'origine avec les saisons mois après mois. Et on a un menu de 6 assemblages qui vont être figés dans le goût. On va avoir toujours le même résultat en tasse. Et derrière, on va changer les composants pour pouvoir du coup répondre à ces deux types de clientèle différentes. Et mon travail comme torréfacteur pour finir, je le comprends par, je suis au service du café vert que la brûlerie de Belleville achète. Et du coup, je suis également au service de la brûlerie qui a un goût assez spécifique. Et ce que je suis censée de faire, c'est révéler le potentiel du café, le calibrer au marché en m'assurant que je garde la signature de la marque Belleville derrière. Merci Mihaela. D'autres témoignages sur cette partie-là, sur les objectifs, sur les marchés, comment on va travailler sur une clientèle particulière, en tant que commerçant, artisan, torréfacteur? Après, je pense que je rejoins Mihaela. C'est vrai que quand on monte un business, l'objectif, c'est quand même de répondre à une problématique. Si on veut avoir un bon produit, il faut d'abord réfléchir à qui on s'adresse. Ça, c'est primordial. Sinon, on se perd. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est important déjà de bien réfléchir quel type de produit, à quel client et bien évidemment à quel tarif. Si on veut avoir justement de la pérennité dans nos affaires, c'est ça, c'est d'être un bon gestionnaire et de bien réfléchir avant de sortir un produit. Quel est le langage qu'on veut délivrer, quoi. Ça, je pense que c'est primordial. Ouais, ça c'est bien dit parce que c'est vrai qu'en fait le métier de torréfaction des cafés c'est tellement passionné parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est sans fin et en fait c'est une ligne. Laurent, pour moi, il est correct, 100% correct parce qu'il y a aussi des gens, des torréfacteurs qui veulent que le client finance le loisir. Il veut que le client finance le passion ou le loisir. Ils adorent le café, mais en fait, ils n'ont pas l'aspect client pour structurer tout ça. Et je suis complètement d'accord avec toi. On n'est pas là pour financer notre propre loisir. C'est pour avoir un but en tête avant. Bon, après, si on trouve des mécènes, on est preneur aussi. C'est sûr. Toi, Daniela, quand tu conseilles tes clients torréfacteurs, comment tu construis cette réflexion avec eux sur les objectifs, sur les... Un peu comme tout ce qu'ils ont dit, mais je trouve que ça optimise beaucoup ton business, tes achats, de façon pratique pour la torréfaction, mais aussi de façon économique. Si tu as une idée très claire de quel produit tu veux vendre et à qui, et qui est ton public en fait. Et tu perds beaucoup moins de temps quand tu sais plus ou moins tes profils, quand tu vas un peu au feeling et tu dis oui, mais j'aime beaucoup ce café et celui-là, puisqu'on peut aimer plusieurs choses. Après, parfois, ils se retrouvent avec une gamme de cafés qui est tellement vaste, avec un stock trop important. Quand tu as un événement comme un Covid, c'est dur après, c'est compliqué, quoi. Donc, mais après, il faut connaître son business, en fait. Si on n'a pas un positionnement très clair, c'est difficile, cette partie-là. Voilà. Je voudrais peut-être juste ajouter exactement dans la direction où tu vas. Tout ce qu'on a fait avec Belleville est venu du fait qu'on s'est posé la question quel type de conversation nous voulons avoir avec nos clients. C'est comme ça qu'on est arrivé au produit. Et je pense que c'est la meilleure question à se poser. Quel type de conversation vous voyez avoir tous les jours pendant des années, puisque du coup, c'est la conversation que vous allez porter. Et ça fait que finalement, tu peux soit parler avec un public très large, à qui tu dois proposer des produits très larges, soit tu vas décider, non, je vais faire quelque chose pour un public assez précis, mais je vais le servir tellement bien à ce public qu'on va avoir une super conversation pendant des années ensemble, on va grandir ensemble, on va apprendre ensemble, et en fonction de ce que vous aimez chacun. C'est ça, je trouve que ça donne naissance au produit de café et derrière au processus nécessaire pour le mettre en place. Ouais, moi je pense chez Belleville, c'est ça qui est une distinction chez Belleville. Parce que vous vendez autant grand que café qu'une projection de comment le client il veut être quand il boit le café.
Tu vois, en fait, vous voulez voir que les clients ils voient leur réflexion dans le produit. Et en fait, c'est vrai, c'est hyper fort, c'est précis. Avec le Mistral, par exemple, vous savez quel type de café marche. Les clients, ils sont en train d'écouter les cigales, boire les cafés. Et ça, c'est fort. C'est bien d'avoir cette mélange de produits précis, mais aussi de vendre le client dans le paquet. Et tout ça, c'est venu parce qu'on a demandé un peu aux clients ce qu'ils veulent, ou juste on a entendu leur frustration au début et on s'est dit, on va faire un produit avec. Alors, c'est vrai que Mihaela a raison et elle pointe le doigt sur un mot important. C'est la relation qu'on peut avoir avec le client qui a évolué finalement au fur et à mesure de mon métier, au fur et à mesure des années. C'est qu'aujourd'hui, il y a un réel partage et un échange, un accompagnement du client et avec le client qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire que ça, c'est une réelle évolution que moi j'ai vu voir au fur et à mesure des années. C'est qu'avant, on décidait, alors qu'aujourd'hui, on est accompagné sur l'ensemble, avec notre importateur, avec nos clients. Il y a un réel feedback en permanence avec... Ça, c'est une relation que j'apprécie beaucoup sur mon magasin de proximité, quoi. Est-ce que vous avez aussi vu dans cette relation-là qui s'intensifie des évolutions des besoins des clients, des demandes des clients dans leur achat café? Est-ce que vous travaillez aussi sur une sorte de chemin initiatique quand un nouveau client frappe à votre porte et vous dit on m'a acheté une machine automatique par exemple, je découvre votre boutique et finalement qu'est-ce que je fais? Alors après, c'est vrai que moi, cette évolution, elle est constante. Et c'est vrai que le fait qu'aujourd'hui, on soit de vrais professionnels du café. Alors, je ne veux pas dire qu'avant, j'étais un amateur, mais je me considère comme ça. J'étais amateur finalement dans le monde du café pendant des années. Aujourd'hui, j'espère réellement être un vrai professionnel. Et c'est vrai que c'est à nous de former notre clientèle, de l'accompagner, de lui apprendre, de lui transmettre. Et ensuite, justement, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des clients qui sont très critiques, avec lesquels on fait des cuppings, qui sont capables de me dire attention, ça Laurent, ouais, ça j'adore, ça j'aime moins. Et donc du coup, ça nous permet d'affiner les produits qu'on va leur proposer demain. Et d'avoir une ouverture d'esprit où on n'est pas fermé dans son business. Et au contraire, on a cette relation sur du long terme où on sait qu'on avance avec nos clients. Et finalement, nos meilleurs ambassadeurs, ce sont nos clients. Très bien. Est-ce que aussi dans vos clients, il y a une recherche que de profils aromatiques ou est-ce que vous avez aussi d'autres vecteurs finalement commerciaux qui permettent ou des demandes de vos clients, peut-être sur des labels? On parle beaucoup du bio, la certification bio, ou d'autres interrogations qui touchent l'ensemble de l'alimentation, évidemment. Le café en fait partie, mais il n'y a pas que ça. En termes de traçabilité, est-ce qu'il y a des gens qui préfèrent avoir un café qui soit traçable qu'un profil en tasse? Ou plutôt, c'est quand même le profil en tasse qui vient gérer l'ensemble et en satellite? Je ne sais pas qui. Mais je pense qu'il tout joue en fait. Il y en a des profils des clients qui vont chercher en effet un label avant tout. D'autres qui vont chercher un prix, d'autres qui vont chercher une expérience. Parfois, on peut trouver tout ça dans un seul client, dans une seule demande. Et je trouve que c'est facile de se tromper aussi par rapport à tes clients si tu mélanges un peu les profils économiques avec les profils des goûts. C'est deux choses complètement différentes en fait. Donc, quelqu'un peut être prêt à payer plus pour un café parce qu'il est traçable, parce qu'il est bio, ou etc. Mais son palais, il n'est pas prêt à payer, à boire un geisha. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il n'a pas fait toute cette évolution du goût dans les cafés pour comprendre ça. Donc, c'est deux choses différentes pour moi. Mais après, je trouve qu'il y a beaucoup de demandes qui dépassent les goûts, en fait. Et comment on travaille sur ce genre de clients qui, finalement... Mais oui, c'est une vraie question. Mais comment on travaille sur ce genre de clients qui, finalement, sont prêts à aller plus loin, mais peuvent aussi ressentir une frustration d'être éloignés du produit parce qu'ils ne vont pas... Ils vont se sentir, en fait, très loin en termes de dégustation ou amateurs de café. Comment on peut travailler sur ça? Moi, en tout cas, je ne sais pas les autres, c'est une question intéressante, mais
C'est un peu comme tu fais quelqu'un qui a très peur de l'auteur monter un très long escalier. Tu ne peux pas les prendre du rez-de-chaussée et les mettre direct en haut de la tour. Il faut aller doucement. Il y a des étapes à passer. Il faut aussi que les clients, en général, ils comprennent qu'est-ce qu'ils aiment, en fait. Parce que s'il n'a pas fait tellement d'expériences gustatives dans n'importe quel plat, il ne peut pas savoir ça qu'il aime. Et moi, quand je suis dans la boutique, parfois c'est difficile d'avoir une réponse claire quand on demande mais qu'est-ce que vous cherchez en termes de goût? Ah, je ne sais pas. Je bois un espresso, j'aime les cafés italiens, mais je n'ai pas des consommateurs qui arrivent tous les jours et qui me décrivent un café, je cherche telle et telle et telle note. Donc, il faut les accompagner dans cette découverte. Oui, je pense aussi de tenir les promesses de ceux qui est vendu. Et aussi, surtout, rester hyper simple. En fait, si vous dites que c'est un goût de chocolat, le café, il faut qu'il y ait un goût de chocolat d'ailleurs. Mais aussi, rester dans la simplicité, à dire c'est un café chocolaté. C'est pas un chocolat noir d'Ecuador avec des notes de noisettes grillées. Parce que déjà, ici, il se retrouve le chocolat et après, il passe à une autre étape pour dire, OK, fruity coffee maintenant floral et maintenant des abricots, des citrons. Ça évolue comme ça. Mais si le premier promesse n'est pas tenu, pour moi, c'est mort. Si c'est trop compliqué et le client, il se sent pas capable parce que sur le paquet, il y a 15 goûts différents. Et là, ils sont aucune. Donc, ils disent, soit c'est un problème avec moi, qui est possible, le client, ou soit le torréfact, il est nul, ou soit specialty coffee, c'est un mensonge, tu vois, c'est pas vrai. Du coup, moi, je pense vraiment simplicité. Chocolate, fruity, et voilà. Et après, ça peut évoluer petit à petit. C'est pour ça que dans le magasin de Lens, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est surtout le questionnement. Finalement, plus on pose de questions au consommateur, plus on arrive à le conseiller correctement, plus on affine sa recherche. Et là, justement, on peut valoriser son achat et son choix. Et ce que j'aime bien faire, c'est laisser justement le consommateur choisir son produit. Et ensuite, une fois qu'il a choisi son produit, ce que j'adore faire, c'est lui proposer ce que moi j'aime. Et s'il achète les deux, là, c'est bien. Comme ça, il a sa sensibilité, il essaye. S'il achète la mienne, au moins il découvre autre chose. Et je lui dis, peut-être que vous n'aimerez pas, mais comme dit Paul, si sur le paquet c'est écrit chocolat, il faut que ça soit chocolat. Voilà, sinon il est perdu. Du coup, la fois d'après, il dit oui, par contre, c'est vrai que j'ai regardé votre paquet, il y a bien la date de torréfaction, il y a bien tout ci, il y a bien tout ça, il y a bien la traçabilité, etc. Par contre, c'est vrai que je sais pas, vous avez marqué la noisette, moi personnellement, je ne l'ai pas trouvé, et là, on le perd. Oui, ça c'est un point hyper important. Il faut quelque chose polaire à ceux qui aiment, ou différent au moins. Parce que partout dans le monde, on n'a pas la culture. Le matin, on ne se lève pas avec 3 tasses différentes pour goûter 3 cafés différents. Du coup, sans quelque chose de différent, c'est même difficile à dire ce qu'on aime. Et en fait, avec le vin, on a l'habitude à boire plusieurs verres par soir. On a une culture de faire une comparison. Et ça l'aide vachement à trouver ce qu'on aime bien. Mais juste, si on boit une seule vin, chaque fois on boit du vin, c'est très compliqué à dire qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Du coup, des petits échantillons, c'est génial, de quelque chose de très différent. Comme Laurent il a dit, de vendre un paquet que lui il adore, mais différent. Et s'ils aiment ou n'aiment pas, c'est pas grave en fait, parce que ça va juste donner quelque chose de faire une comparison. J'aimerais juste, je vous rejoins complètement. Et je pense que ce qui fait que le client finit par changer un peu ses goûts, c'est la relation dans le temps et c'est la fidélisation. Et c'est le fait qu'il a tellement passé un moment agréable, simple, où on l'a compris qu'il revient la semaine prochaine, et peut-être un an plus tard, il va acheter un moulin très de gamme. 6 mois plus tard, il va en avoir marre, il va passer sur un moulin mieux. Mais il a déjà eu un an, il a goûté plein de types de cafés différents. Du coup, avec les conseils qu'il va recevoir de semaine à semaine, il va avoir son propre progrès dans le goût.
Et la seule chose que je dirais, c'est que autant ça me semble assez facile à faire quand on est honnête dans le travail, dans la boutique, il y a toute la partie e-commerce où on n'a plus le contact direct humain et où c'est beaucoup plus difficile de rendre les gens fidèles et de communiquer certaines choses. Et on a découvert avec le Mistral, du coup, parce que le Mistral, c'est un de nos assemblages le plus légèrement torréfié. Et on s'est rendu compte que sur Internet, ce n'était pas du tout clair. On avait plein de clients qui l'achetaient pour le mettre dans des machines automatiques. Et ça ne passait pas du tout. Ils détestaient le café parce que c'est des grains de densité assez dures, ne sont pas torréfiés pour une machine automatique. Donc on a dû ajouter ça sur le site Internet pour s'assurer qu'on ne va pas aliéner complètement un client qui ne va pas comprendre pourquoi il a payé cher pour un café qui goûte pas bien. Après, Miala a tout à fait raison, c'est-à-dire que dans vos magasins, si vous avez des magasins, ce qui est à mon sens primordial, c'est vraiment ça, c'est l'instant shopping. Qu'est-ce qu'on amène, quelle est notre valeur ajoutée au quotidien pour que le consommateur, quand il vienne chez nous dans nos magasins, il puisse se dire je vais dépenser mon argent, ça valorise la filière, voilà, il y a beaucoup, les labels, ok, c'est bien, mais finalement, quand il ressort, s'il arrive à ressortir avec le sourire, s'il a dépensé son argent en étant heureux, en se disant « Ah oui, d'accord, l'expérience que je viens de vivre, on m'a fait déguster un café, on m'a parlé de tel agriculteur, on m'a parlé de botanique, on m'a parlé de traçabilité, des importateurs, peu importe. J'ai appris des choses, j'ai passé un moment inoubliable. » Le consommateur aura envie, bien évidemment, de revenir. C'est là où on les fidélise. C'est que ce débat-là, on peut l'avoir encore assez longtemps, mais notre temps est limité. J'ai une dernière question sur la partie torréfaction en tant que business, qui va rejoindre finalement un peu, on a une raison d'être d'un café vert, mais plus généralement, comment on construit une signature de torréfaction? Comment aujourd'hui la maison Belleville a une signature? Comment Laurent aussi a une signature? Comment vous avez aussi pu avoir des signatures quand vous étiez torréfacteur de production? Comment on construit une signature d'une maison de torréfaction? Quelles sont les questions à se poser? Parce que certes, on a vu que le consommateur, le marché vient bien sûr influer notre achat pour avoir une raison d'être. Mais est-ce que aussi, via notre sensibilité, voilà, comment on transforme cette sensibilité dans la tasse de nos clients? Alors, moi je parle sans... J'ai travaillé pour différentes torréfactions et en tant que torréfactrice et qui est professionnelle de la production, tu dois comprendre la signature de la maison finalement et pas ma signature de Daniela. Et je trouve que ça c'est dans une bonne partie directement lié au concept qu'il y a derrière. Il y en a plusieurs différents. C'est lié à la taille, c'est lié encore une fois à la clientèle qui ça s'adresse, parce que Belleville a une signature très claire et il y en a plein d'autres torréfactions qui ont des signatures très claires et elles sont complètement différentes, pourtant ils font la même chose. Donc, et même parfois tu as des clients qui vont chez un et l'autre et ils aiment bien les deux signatures. Donc pour moi, en tout cas, moi je vois ça vraiment lié à qu'est-ce qu'on va au-delà du café en fait. C'est quoi l'image, c'est quoi vraiment les concepts qui existent derrière une marque. Voilà, j'ai pu travailler pour des grands torréfacteurs qui ont une signature très particulière, qui sont en dehors de Paris, qui c'est un autre public, qui c'est moins curieux. Et ici à Paris, je fais des trucs qui ont beaucoup plus diverses, on va dire. Donc, je trouve que c'est intéressant en tant que professionnel aussi de la torréfaction pour voir expérimenter différentes signatures. Quand tu peux travailler pour différentes marques, c'est enrichissant professionnellement, pouvoir découvrir différents goûts sur le même produit. Alors, avec la Bollerie du Quentin sur Lens, c'est une torréfaction donc, qui date depuis 1959. Donc finalement, au départ, j'ai torréfié, je me suis mis au service de cette entreprise, de valoriser l'image de cette marque, de cette vieille maison. Et grâce, moi, justement, aux compétitions, championnat de France, championnat du monde, aux remises en question,
Finalement, ça m'a permis de m'exprimer sur certains types de torréfaction, de profilage. Et aujourd'hui, les nouveaux cafés que je suis capable de proposer, ils ont cette signature personnelle, justement, de sensibilité. Moi, j'aime la gourmandise, j'aime la subtilité, j'aime le partage. Et c'est ça, c'est arriver des fois à parler pour une marque ou pour une entreprise, et des fois avoir la chance, comme moi je peux l'avoir, de m'exprimer en tant que Laurent Baïs, torréfacteur, et l'exprimer dans la signature de ces cafés. Moi aujourd'hui j'ai cette chance-là. Du coup, pour la brûlerie de Belleville, je pense qu'un des points, c'est le fait que les produits qui sont mis à la vente sont des produits signatures. Des deux côtés, les assemblages sont des produits signatures parce qu'on les a créés avec un imaginaire très spécifique en tête. On a créé des outils de marketing on a un côté émotionnel presque qu'on utilise pour la vente parce qu'ils étaient imaginés comme des vrais personnages de goût. Et avec les monoterroirs, comme on travaille avec les mêmes producteurs depuis 10 ans, c'est un événement quand le café de Neptali Bautista revient à la carte pour nos clients. Les cafés de Guatemala, maintenant, les clients qui sont avec nous depuis des années, ils les connaissent. Du coup, il y a toute une partie où tu peux aussi retrouver le même type de fraises de la petite ferme que tu achètes chaque printemps. C'est la même chose avec les cafés où chaque mois, tu peux revenir et retrouver certains cafés. Juste au niveau de la torréfaction, on va toujours chercher le côté équilibré, doux et sucré en détriment d'autres choses. Imaginons qu'on achète un café de Kenya qui a une acidité très très forte, très très belle, qui pourrait être vraiment accentuée. Il y a très peu de chances que je vais la faire. Il y a plus de chances que je vais rendre le corps un peu plus rond, chercher plus les arômes de myrtille et adoucir le café parce que c'est ce qu'on met normalement à la carte. Sauf si on a besoin d'avoir quelque chose qui sort complètement du lot en disant « c'est fou, ça ne vous goûtait pas d'habitude, voici le café ». Mais d'habitude, on va juste chercher le côté rond, doux, qui peut parler à un public très, très large et qui ne va pas choquer avec la proposition. On a eu peut-être 2 cafés anaérobiques dans le menu, dans l'histoire de la compagnie. Et encore, ils étaient assez doux. Et ce n'est pas parce qu'on est contre les cafés anaérobiques très, très poussés. C'est juste parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a vendu à nos clients. Et s'ils se recherchent beaucoup, on va les conseiller d'autres torréfacteurs qui le font. Et si on va s'en rendre compte que notre public, tout d'un coup, demande énormément de ce café, on va commencer à les acheter. Mais en réalité, jusqu'à aujourd'hui, on les a achetés que pour notre équipes parce que c'est le seul client qui nous les a demandés. J'ajouterais juste que je trouve que la signature, finalement, elle passe par les choix de café vert, en fait, beaucoup. Il y a 50%, c'est ça, en fait. Ça commence là, déjà, la signature. Qu'est-ce qu'on achète, pourquoi et comment. Et après, la torréfaction, c'est une deuxième partie de cette signature-là. En sachant que le torréfacteur, bien évidemment, se met au service du produit, quoi. C'est pas d'abord le torréfacteur. Si on peut briller grâce à nos produits, c'est bien, mais pour moi, ce qui me valorise, c'est quand même le travail, quand même majoritairement de tous ceux qui étaient avant, quoi, ou tous ceux qui seront après, quoi. Merci Daniela d'avoir bouclé la boucle. On parlait de café vert, on a parlé de torréfaction, on a parlé de clients. Et finalement, on revient au café vert qui est une partie de la signature d'une maison de torréfaction. Dernier point qu'on va évoquer, même si on pourra en évoquer d'autres, et peut-être vous serez déçus qu'on n'ait pas tout évoqué, mais on gardera un peu de temps pour des questions. C'est le point central de la dégustation. On a commencé à effleurer le sujet. Cette dégustation qui est le langage commun, qui va être du consommateur au torréfacteur, importateur, exportateur, producteur. Comment aujourd'hui le torréfacteur peut se positionner en tant que dégustateur ? C'est important qu'il le soit. Alors après, le questionnement, c'est comment on peut essayer de mettre en place ces dégustations dans une torréfaction. On a vu la partie business de la torréfaction, c'est-à-dire aussi des tâches à accomplir tout le long de la journée, quotidien. Et souvent, la dégustation peut-être être mise de côté parce qu'on doit en sacher un paquet, mettre des étiquettes, vendre du café. Mais comment vous, personnellement, vous avez pu monter en compétence sur la dégustation? Quel questionnement vous avez eu sur la dégustation pour être plus précis, plus rapide pour vos choix de café vert, pour aussi peut-être analyser vos torréfactions, pour finalement essayer de revenir sur le point central, un point central du métier,
si demain, potentiellement, on peut automatiser une torréfaction, comme tu l'as dit, Paul, notre savoir-faire va passer aussi par la dégustation encore plus. Donc comment vous, en tant que professionnel, dégustateur aguerri, vous avez mis en place des protocoles pour aller plus vite, pour aussi être plus efficace dans vos dégustations, pour améliorer votre dégustation, pour essayer d'être plus précis au service du métier de torréfacteur? Moi, je dirais il faut avoir un petit peu de routine et un petit peu de rigueur et aussi être très, très constant dans le fait de faire la dégustation. Un petit peu de formation et surtout essayer de goûter une palette de café très large. Ce n'est pas juste de rester sur un type de café, un type de torréfaction. Il faut tout goûter. Même quand vous savez que ça ne va être pas bon socialement, si quelqu'un t'invite pour un café, c'est toujours bien de goûter. Et en termes de préparation, il y a plein d'outils pour être organisé. En fait, vous pouvez finir votre torréfaction, mais tout de suite 12 grammes dans une petite bac avec une étiquette sur le profil. Et comme ça, demain matin, vous versez les 12 grammes dans le moulin, vous mettez l'eau chaude et tout est bouclé dans une demi-heure. Parce que moi aussi, je connais le stress d'arriver et tu as 25 torréfactions à faire, qui est génial, mais c'est juste que cette heure que vous prenez à peser les cafés, que vous allez goûter d'hier, il faut chauffer l'eau. Si vous n'êtes pas organisé et pas fait pour, le degustation, ça va être remplacé par plus de torréfaction. Ça va pas remplacer par d'autres choses. Mais dans la rigueur d'organisation et d'être très constant, goûter chaque jour votre torréfaction, ça devient quelque chose de très facile, très fluide. Et surtout, ça fait rapidement monter les compétences en degustation. Alors, j'en reviens toujours aux compétitions, mais forcément, moi en 2019, je fais 3e des championnats de France et je m'aperçois que j'ai quand même pas mal de lacunes justement sur la dégustation. Le fait d'avoir fait le cube grading, c'est vrai que ça formate l'esprit et ensuite le cerveau aussi. On a des reconnaissances qui sont quand même plus affinées. Et là où je rejoins Paul totalement, c'est qu'après chaque torréfaction, moi, pour gagner du temps, j'ai des petits pots, je marque les numéros des batchs. Et comme ça, ensuite, j'ai la chance, je peux me construire un petit Labosca avec ma colorimétrie rouge. Donc, moi, je cup à J+2 et j'ai toujours le même référentiel. Comme ça, au moins, c'est plus simple, on gagne du temps. Donc, c'est même grammage, même volume d'eau, même qualité de l'eau, même protocole. Et du coup, finalement, quand on se met des protocoles, c'est plus simple, on gagne du temps. Et en sachant que pour affiner et améliorer nos torréfactions, la seule solution, c'est la dégustation. Si on ne le fait pas, on se punit finalement. Et la seule chose que j'ajouterais, c'est que ce qui m'a aidé moi personnellement le plus dans les dégustations, c'était bien sûr de le faire, de goûter chaque journée de torréfaction le lendemain, mais c'était surtout de goûter avec la recherche des observations et pas des certitudes. De goûter la tasse devant moi en me disant que je goûte ça, à regarder le profil derrière, j'observe ça. Il y a beaucoup de chances que ce que je goûte est lié à ce que j'observe, comme il y a beaucoup de chances que ce que je goûte c'est lié à quelque chose que je ne suis pas capable d'observer encore. Et juste garder cette incertitude dans le temps qui fait qu'au bout d'1 an, tu développes un sens de ce qui se passe. Parce que peut-être c'était pas... C'était vraiment essayer de ne jamais être 100% sûr, mais peut-être 99% sûr que ce que je goûte provient de exactement ce que je pense. Je suis d'accord avec tout le monde en fait, mais pour moi, il y a 2 types de dégustations qui sont importants pour les torréfacteurs. La première, c'est la dégustation de contrôle qualité, c'est-à-dire il faut absolument goûter ça qu'on a torréfié. Sinon, il n'y a aucun sens à faire ce métier-là. Si on ne sait pas quel est notre résultat en tasse, tu ne peux jamais t'améliorer. On déguste, moi, en tout cas, je ne déguste pas de la même manière une dégustation de production de contrôle qualité qu'une dégustation, par exemple, d'achat de café vert ou de découverte de nouvelles origines, etc. Et je trouve que pour les contrôles qualité, il faut en effet être très organisé, comme Paul l'a dit. Et on peut mettre ça dans la routine et essayer de ne pas être trop flexible là-dessus. Enfin, il faut voir ça comme une priorité parce que c'est le seul moyen de corriger ça qu'on a fait hier, aujourd'hui et demain.
Après, pour la dégustation des découvertes, des cafés verts, on a beaucoup plus de places. Pardon, excuse-moi. Des places, des plaisirs en fait. Donc on prend en général plus de temps aussi parce qu'on est en train de découvrir et observer tout ce qui se passe. C'est un peu plus facile de se permettre ça qui d'être vraiment sur la recherche d'amélioration d'un produit. Moi, je suis d'accord avec Daniela. C'est vrai que je ne cup pas non plus les cafés verts, les nouveaux lots de café comme les productions. C'est vrai que j'attache beaucoup plus d'attention sur le choix des cafés verts. Si on veut voir si le lot est uniforme, il y a plus de tasses en cupping que sur les lots de production. N'oublions pas qu'on est là pour donner notre avis sur la tasse en tant que professionnel, mais pas notre sensibilité. Ce qu'on nous demande et ce qu'on demande finalement, ce que demandent nos clients, c'est est-ce que le produit est de qualité et est-ce qu'on a retranscrit dans la torréfaction la valeur du produit. Enfin, je le vois comme ça, quoi. Si on met trop de sensibilité, finalement, on peut se perdre, quoi. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la partie dégustation? Finalement, la dégustation, c'est comme la torréfaction. Il faut avoir un objectif. Il y a différents styles de dégustation, il y a différents styles de torréfaction, que ce soit pour la signature ou pour un marché. Donc c'est aussi pouvoir bien définir en amont, préparer ça par des protocoles qui permettent de transformer finalement des interrogations, des variables en constantes. Parce qu'on sait que le café, c'est notre variable préférée, celle qui va fluctuer de récolte en récolte, celle qui va fluctuer sur la même année de récolte, qui peut évoluer dans le temps. Donc c'est comment se mettre des process en place pour rester focalisé sur le produit. Ça, je pense que c'est important. Il est 46, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les invités, pas moi, sont là pour y répondre. Bonjour, moi j'ai 3 questions qui reprennent un peu chaque point que vous avez évoqué aujourd'hui. En gros, moi je trouve que quand j'ai commencé à m'intéresser au café, l'un des problèmes majeurs que j'avais, c'était le manque d'informations. En fait, soit il y en avait trop, soit il n'y en avait pas assez sur les paquets. Parce que vous, quand vous torréfiez, même si c'est en boutique, même si ça passe par d'autres personnes, c'est votre paquet, c'est vos informations. Et en fait, ma question est, est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir une sorte de standardisation, comme une appellation, comme pour les vins par exemple, qui permettrait en fait aux clients de trouver plus facilement le profil qu'ils souhaitent. Par exemple, je me rattache souvent au vin lié à ma profession, mais par exemple si je veux un Châteauneuf-du-Pape, je vais prendre un Châteauneuf du Pape parce que je sais qu'il va être majoritairement comme ça, il va avoir un profil aromatique comme ceci, même si on va avoir des vignerons différents. Est-ce que vous pensez que on pourrait avoir une sorte de standardisation qui pourrait permettre aux clients de choisir plus facilement son café? Ouais, en fait, c'est difficile d'avoir une standardisation pour l'aider les choix, je pense. Juste parce qu'il y a toujours cette étape de torréfaction qui peut complètement changer le profil de goût. C'est-à-dire qu'on peut dire que, imagine qu'on standardise un region en Brésil qui est connu pour produire des cafés avec chocolat et noisettes en goût. Le torréfacteur, il peut très bien fortement caraméliser le café et donner que le côté de caramélisation. Du coup, il n'y a plus de goût chocolat ni noisette. Et pour essayer de répondre à cette question, des gros torréfacteurs, ils ont fait des échelles d'intensité de torréfaction justement. Pour essayer d'aider les gens à orienter, est-ce que j'aime 10, 1, 3, 4, sur le force qu'il va avoir en tasse, entre guillemets. Mais de standardiser une terroir qui va être attachée à un profil de goût, je pense que c'est très compliqué à le faire, justement. Mais par contre, en Colombie, ils ont des terroirs protégés, entre guillemets, les terroirs avec des goûts et des profils de tasse. Brésil, il fait pareil. Il y a des pays qui commencent à installer ça.
Et c'est juste que la dernière étape, la torréfaction et l'extraction, ça peut tout changer. Oui, je pense que ça, c'est plus facile quand on parle des cafés verts. Donc, pour les torréfacteurs, peut-être que ça sera plus simple dans les futurs d'avoir une certaine standardisation par rapport aux régions, comme on a pour les fromages en France et même pour les vins, des AOP, etc. Mais après, avec la partie transformation de produits, c'est difficile de mettre ça en place. Il y a des informations qui sont sur la date de torréfaction, parce qu'il n'y a pas de difficulté de les mettre. Après, quand on va parler de la caractéristique de ces produits, ça va être à chaque marque de mettre ça qu'ils ont envie de mettre sur leur paquet. Un peu aussi comme dans le vin, que je connais beaucoup moins que vous tous, très probablement. Parfois, je vais acheter des vins, il n'y a rien de marqué. C'est marqué 100% gamay. Et il y en a d'autres qui disent c'est bien de consommer entre 18 et 20 degrés avec une viande comme ça ou avec des trucs mijotés. Donc, c'est très relatif aussi. Mais je ne pense pas que dans les cafés, on va pouvoir mettre un schéma des informations sur les emballages qui va obliger tous les torréfacteurs à remplir des cases avec des informations. La meilleure façon de choisir ton café, finalement, ça va être comme acheter du vin chez un caviste. Tu lui poses des questions, il te conseille. Tu poses des questions au torréfacteur, il te conseillera et ainsi de suite, quoi, je pense. C'est aussi pour ça, un concours de torréfaction, c'est intéressant. Il y a 18 personnes qui torréfient le même café. C'est en Éthiopie, Yirgacheffe par exemple, c'est un peu une appellation. Mais à la fin, le juge il va goûter 18 tasses différentes. Du coup, il y a cette touche qui joue vraiment sur le fait que ça ne peut pas être exactement comme l'appellation dit. Et je pense, si j'essaie de me projeter dans le futur, je pense que la seule chose qu'on risque de voir, c'est peut-être une standardisation du vocabulaire qu'on n'a pas encore. Et moi, j'ai tant de problèmes à un miroir où je vais aller acheter du vin et je veux dire ce que je veux avoir dans la tasse. Et on me vend des cépages et des terroirs et que je ne connais pas et que je n'ai pas voulu apprendre. Mais du coup, souvent, je veux du vin sec qui n'est pas assez séchant. J'ai dû apprendre que ça veut dire minéral. Parce que quand je demande du vin sec qui n'est pas assez séchant, je reçois toujours du vin qui m'assèche la bouche. Du coup, je pense que c'est plus, on va peut-être dans le café avoir un vocabulaire un peu standardisé entre nous. En tout cas, on va parler une langue qui se ressemble plus, ce qui fait que pour le consommateur, ça va être plus simple de l'apprendre. Oui, c'est vrai que sur le café torréfié, je pense que c'est compliqué. Moi, sur les paquets, je marque l'altitude, l'agriculteur s'il y est, le cépage, si c'est un monocépage ou si c'est un blend, le process, si possible, parce que ça vous oriente déjà. Il ne faut quand même pas oublier un élément majeur qui est l'eau. On n'a pas parlé beaucoup de l'eau, mais ce matin, j'ai mon torréfacteur junior qui a préparé des extractions. Je goûte et l'eau était pas bonne. Et il a fallu refaire toutes les extractions. Et si l'eau que vous utilisez n'est pas de qualité, votre extraction, de toute façon, elle n'est pas de qualité. Et donc, vous pouvez avoir marqué tout ce que vous voulez sur le paquet. Les notes, elles n'y sont pas. Donc, c'est vrai que c'est très difficile. Sur le café vert, c'est peut-être plus simple. Mais ensuite, une fois qu'on a impacté la torréfaction, un café, 10 torréfacteurs, c'est 10 signatures. Oui, c'est ça. En fait, c'est simple sur le café vert parce qu'il y a une torréfaction standardisée. Une manière de torréfier, une manière de moudre, une recette quantité café-l'eau. Du coup, c'est standardisé. Et Denis, il sait mieux que personne. Et lui, il goûte beaucoup de café. Il goûte des Yirgacheffe. Et en fait, il a ses expectations d'un Yirgacheffe, Éthiopie, qui collent aux tasses. Et c'est différent qu'une Sedama. Et c'est souvent au rendez-vous, aux expectations, parce que la torréfaction et l'extraction est standardisée. Du coup, oui, il y a une sorte d'appellation, entre guillemets, mais c'est pas encore, il n'y a rien officialisé souvent. Ok, merci. Je suis navré, pardon, si j'ai plusieurs questions. C'est à chaque fois, du coup, en gros, moi je suis dans le monde du bar et de la sommellerie.
Je m'intéresse beaucoup au café en ce moment. Et je vois de plus en plus de café, de préparation de café dans le monde du bar. Et aussi le café qui s'intéresse de plus en plus à faire des nouveautés comme des final cast, vous parliez de fermentation. Lomi, vous faites des choses un peu qui ressemblent vraiment très typiques au vin. Le Beaujolais, un truc comme ça, je crois. Et je voulais savoir si est-ce que ça va être quelque chose qui pourrait un peu dénaturer le café à terme, ou au contraire avoir augmenter en fait le panel en fait de clients, parce que si vous vous lancez sur des choses comme ça peut justement s'intégrer beaucoup plus à la gastronomie. Voilà, c'est vraiment, je sais pas si vous avez compris vraiment ma question. Ma question est, est-ce que vous pensez que les nouvelles techniques qu'on utilise sur le café va le valoriser, ou au contraire briser un peu les arômes primaires qu'on cherche du café? Oui, en fait, c'est sûr que ça valorise, parce que ce café un peu expérimental, ça vend cher. Du coup, par définition, ça ajoute de valeur. C'est juste que la question, c'est que est-ce qu'on perd un petit peu de terroir? C'est sûr pour moi. Quand il y a trop de fermentation, par exemple, c'est un goût fermentation. Du coup, en Colombie, en Guatemala, en Salvador, c'est tout un peu pareil. C'est dominé par une note de fermentation, qui peut-être dans le vin, c'est d'utiliser trop de bois dans le vieillissement, je ne sais pas. Mais en fait, c'est clair qu'il y a une perte de quelque chose, et en même temps, c'est clair que ça ajoute de valeur, parce que le marché, il le paye. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a 20 ans, ce café, ils étaient vendus localement juste à côté de la poubelle. Et un changement dans le marché qui vont que les gens ils cherchent des goûts improbables et très décalés, et pour certains très dérangeants, et pour d'autres bien. Alors là, j'ai eu la chance au Guatemala de visiter une ferme, ça s'appelle la Finca Gascon, où eux, ils font des choses vraiment expérimentales sur de l'anaérobie. Ils ont carrément un chimiste donc, qui est présent, et donc ils vont mettre des champignons au pied des arbres, ils font des choses vraiment novatrices, et comme dit Paul, ça met de la valeur ajoutée. Donc si à l'autre bout de la filière, l'agriculteur arrive à mieux vivre, finalement c'est ce qu'on souhaite, parce que si on veut garder les populations sur place et que les gens n'aillent pas tous en ville, on doit valoriser tous ces cafés un peu expérimentaux. Alors on peut peut-être pas les consommer tous les jours, mais si on les consomme régulièrement ou pour les moments de fête, on essaye d'autres choses, et pour eux, de l'autre côté, ça leur permet de valoriser leur production, ou une partie de leur production. Là, on m'a présenté des cafés à base d'infusion. Voilà, aujourd'hui, il y a toute une multitude de process différents, et l'essentiel, c'est qu'on puisse s'amuser et vous faire découvrir plein de choses. Je pense que la seule chose que j'aimerais voir, parce qu'on développe de plus en plus ce type de produit, c'est peut-être juste une transparence, mais qui est obligatoire. Je ne sais pas de quelle manière, mais j'aimerais savoir quand le café qu'on va me vendre ou servir, c'est ce type de café innovateur, ou quand c'est juste une origine travaillée sans ajout. Et quand ça m'est arrivé une seule fois d'être servi un café très innovateur, très fermenté, à 8 h du matin sans le savoir, et avec toute ma curiosité de professionnel dans le café, j'ai eu du mal de le boire, et j'aurais apprécié qu'on me donne le choix. Est-ce que vous voulez, on a quelque chose de super intéressant, ou est-ce que vous voulez juste avoir un café filtre de Guatemala à laver? Et je pense que c'est juste la transparence dans tout type d'échange que j'espère voir dans le futur. Alors, je trouve que oui, ça dénature la variété, ça dénature les terroirs. C'est genre des process très fermentés. Après, au même temps que j'ai dit ça, pour moi, l'expérience, elle est valide, la recherche, elle est valide, parce que ça veut dire que quelque part, les producteurs, il n'est plus un récolteur tout court, il travaille son produit, et ça ajoute de la valeur pour lui, parce que c'est un travail qui, lui, l'homme, il fait sur la plante, sur la matière en tout cas.
Et cette démarche, elle est valide pour moi. Ça s'approche plus des vignerons, je trouve, qui d'un autre producteur d'une commodity, comme c'était toujours à la base, les cafés, en fait. Et du coup, ça lui permet aussi avec ces expérimentations qui ne sont pas toujours abouties, en tout cas, de trouver des résultats. Je pense qu'ici à 10 ans, on aurait peut-être des résultats qui sont beaucoup plus fins et en équilibre entre l'amande de l'homme, la variété et les terroirs, à cause de cette recherche qu'on a actuellement. Mais comme pour moi, c'est encore très expérimental, même s'il y en a des producteurs qui savent le faire très bien, on trouve un peu tout et n'importe quoi. Donc, ça peut être trop, parfois trop. Merci beaucoup en tout cas.